Et l'invité ce matin, Renaud Muselier, président Renaissance de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et président délégué de Région de France. Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. La réforme des retraites, l'inquiétude sur la sécheresse dans le sud, en Provence notamment. L'autre inquiétude aussi avec les loups qui apparaissent de plus en plus un peu partout. L'inquiétude aussi de l'inflation, la vaccination contre le papillomavirus, l'avenir de la droite, tiens on va en parler, la démission de Le Gret aussi, quelques-unes des questions que nous pourrions aborder. Commençons donc par la réforme des retraites, Renaud Muselier. Approuvée en commission par les sénateurs, majoritairement de droite. Est-ce que vous saluez l'attitude de vos anciens amis LR et notamment d'Éric Ciotti? Il n'est pas au Sénat. Ouais. Donc, non, mais bon, c'est lui qui a drivé avant tout de même les troupes quand même, non, à l'Assemblée. On ne peut pas dire que le résultat à l'Assemblée dans sa globalité, quelle que soit la formation politique, le passage à l'Assemblée, et puis laisser des traces positives. À l'intérieur de LR, ils sont coupés en deux, ça marche pas. En fait, il y a deux LR en France. Il y a le LR du Sénat et le LR de l'Assemblée. Les LR du Sénat se sont pilotés quelque part par le président Larcher. C'est un LR de gouvernement, c'est un LR de responsabilité, c'est un LR de dialogue parlementaire. Le LR de l'Assemblée a prouvé les limites de l'exercice, ils n'ont jamais été au Parlement. Au gouvernement, bon, ils se battent entre eux, mais en fait, ils ont un problème de ligne directrice, c'est que Éric Ciotti a été élu, comme tous les LR de l'Assemblée d'ailleurs, en disant non à Macron, non à Macron, non à Macron, non à Macron, et dès qu'il est élu, il est obligé de voter pour une loi de Macron qu'il a lui-même suscité, porté, et donc il y a une incohérence de son positionnement politique. Mais Ciotti, il avait dealé, on se souvient, avec Elisabeth Borne, la première ministre. Ça, c'est vrai, non? Pour un chef, c'est un drôle de deal, puisqu'il n'a pas été respecté par ses équipes et ses troupes. Donc, voilà. Décidément, vous ne l'aimez pas, Éric Ciotti. Je m'en fous. Je regarde l'évolution de ma famille politique. C'est quoi, d'ailleurs, votre politique, votre ex-famille politique des LR aujourd'hui? Quel jugement vous portez? Je pense qu'il y aura tous les virages, donc tous les virages politiques. Il y avait un virage qui était très important à prendre. Au-delà, on ne va pas remonter au calendrier grec et aux catastrophe électorale, mais à partir du moment où, dans le cas des législatives, le président Macron avait une majorité relative, j'aurais trouvé normal qu'il fasse un pacte de gouvernement en mettant à l'intérieur du gouvernement quelques ministères régaliens, quelques ministres aussi, qui leur permettraient de faire passer la réforme des retraites, bien sûr voter le budget, mais à côté de ça, avoir des positions respectueuses de leur engagement. Oui, mais est-ce que ce n'était pas étouffé aussi? Est-ce que ce n'était pas étouffer les LR qui n'auraient plus de raison de vivre après, s'ils étaient noyés dans la Macronie d'une façon générale? En tout cas, là, ils sont noyés tout seuls, même pas dans la Macronie. Ils sont noyés dans la vie politique française parce qu'ils n'ont pas de chef, pas de ligne, pas de cap. Donc c'est compliqué. Bon, vous soutenez cette réforme, elle est toujours légitime des retraites? Mais nous, moi j'étais LR, on était pour la réforme, comme le Sénat d'ailleurs, à 65 ans. Donc je suis pour. J'ai aucun problème idéologique avec ça. Je pense que c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, les LR du Sénat... À 65 ans, c'est tout à fait normal. Vous êtes en ce moment au salon de l'agriculture, vous voyez des métiers pénibles. Est-ce que vous leur dites oui, vous devez travailler jusqu'à 64 ans, 65 ans? Oui, je regarde le monde aussi dans sa globalité. Je vois les Américains 71 ans, certains pays européens 67, la moyenne européenne à 65, et nous à 62 dans un pays où vous avez la Sécu, le chômage, le Covid, vous êtes pris en charge partout, et vous vivez plus longtemps. Il y a un moment où, si vous voulez sauver votre système par répartition pour les retraites, il faut travailler, quoi. On peut pas dire que le pays se déclasse et en même temps pas travailler. Alors, moi, je connais pas. Mais quasiment un Français sur deux dans le privé ne travaille plus à partir de 55 ans parce qu'il n'y a pas de boulot pour eux. C'est pas ça le problème? Non, regardez, vous avez. Non, mais regardez, vous avez 7% de chômage dans ce pays aujourd'hui. On n'a jamais eu aussi peu de chômeurs. Et si vous regardez. Catégorie A, hein, bien sûr. S'il y a les autres catégories avec les temps partiels, on arrive à beaucoup plus quand même, hein. Oui, enfin, le taux de chômage, quels que soient les calculs, n'a jamais été aussi faible dans ce pays, quand même. C'est une réalité, ça. Et quand je vois dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui était un territoire d'industrie, qui était aussi un territoire de tourisme, on est plus connu pour ça, vous avez les bars, les cafés, les hôtels, les restaurants qui sont pleins, on fait une saison d'hiver fantastique, et on manque de saisonniers. Donc il y a quand même aussi des choses qui vont bien dans ce pays. Est-ce que vous attendez et vous redoutez un blocage du pays à partir du 7 mars? Oui.
Oui, jusqu'à maintenant, les syndicats étaient dans une situation où ils manifestaient et ils respectaient les usagers. Donc c'était une grève qui était... Il y a eu des grandes grèves quand même aussi. Non, mais là dans celle-là. Et donc dans celle-là, ils respectaient des usagers. Et donc ils bloquaient pas le pays. Aujourd'hui, c'est une autre démarche. Ils veulent bloquer le pays et l'arrêter. Et donc ils vont tout faire. C'est une minorité agissante qui fera tout pour le faire. En tant que président de région, vous pouvez l'anticiper d'une manière ou d'une autre ou pas? On essaye au mieux, d'un côté d'abord dans mes lycées, dans les responsabilités qui sont les miennes, c'est-à-dire que les lycées soient ouverts et restent ouverts, que mon administration puisse fonctionner au service de nos concitoyens, et puis après apporter des réponses complémentaires pour tous ceux qui ne dépendent pas de mon administration, mais qui veulent aller travailler aussi. Oui, Renaud Muselier, la sécheresse gagne du terrain en France et elle inquiète en plein hiver. Nous avions tout à l'heure une productrice de fleurs du côté de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau? Je crois que vous voulez expérimenter. Oui, alors, il y a d'abord, oui, l'inquiétude augmente, mais enfin, je me permettrai de rappeler quand même que la sécheresse dans le sud, c'est pas nouveau. Les Romains en avaient, ils ont fait des aqueducs, nos aînés, ils ont fait le lac des Serponçons et le lac de Sainte-Croix, avec des réserves d'eau absolument énormes. On a, avec la Société du Canal Provence, amené l'eau à Marseille, et Marcel Pagnol écrivait Manon des Sources, à Aubagne, il n'y avait pas d'eau. Donc, c'est pas nouveau. Donc, il ne faut pas dire que d'un coup... bon, ça, c'est une première chose. D'autre part, on a, nous, créé un plan hors bleu, parce que de toute façon, il faut aller avancer là-dessus. Et on a même mis 800 millions d'euros dans l'organisation de la distribution des eaux non potables sur l'ensemble du territoire pour aider nos agriculteurs. Dans les Alpes-Maritimes, il y a une autre démarche un peu compliquée sur le plan technique, excusez-moi, mais ils ont le même réseau eau classique et eau potable, et donc ça pose un problème. Mais au-delà de cette difficulté des Alpes-Maritimes, nous réalisons qu'au niveau européen, par exemple, les Espagnols traitent 25% de leurs eaux usées et les remettent dans le circuit, après décontamination et traitement. Et nous allons faire exactement la même chose. Donc vous allez réutiliser les eaux usées, c'est ça? Les eaux qui sont... Pourquoi? Pour quelle destination? Eh bien justement, alors c'est pas pour l'eau potable, mais c'est pour les piscines, laver les voitures, entrer dans les entreprises, l'eau courante qui est non potable, mais qui permet d'avoir de l'eau. Et donc ça, c'est en Israël, on peut pas dire qu'il fasse pas chaud, c'est 80% des eaux qui sont retraitées et qui se réinjectent dans le circuit. Et donc là, et chez nous, c'est grosso modo 0,5%. Donc cette expérimentation a fait en sorte que nous, sur les bassins de décantation et sur les usines de traitement, on va mesurer les quantités qui sont aujourd'hui rejetées dans les rivières qui vont à la mer. Et donc là, pour les réintégrer dans le circuit, 2023 diagnostic, 2024 action. Action l'année prochaine, pour cette expérimentation. Il y a une autre inquiétude dans votre région, particulièrement des agriculteurs. On en parle aussi parce qu'il y a le salon, évidemment, de l'agriculture, mais ce sont les attaques de loups. Est-ce que vous avez un plan ou est-ce que vous avez besoin aussi de l'aide de l'État? On a besoin de l'aide de l'État, de l'aide de l'Europe, et on a aussi la nécessité de modifier les différents dispositifs qui sont issus d'une législation européenne transposée dans le droit français ou d'une race en voie d'extinction, le loup. On est dans une race en voie de prolifération. Donc on se retrouve, nous, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec la plus grande population de loups. Cette population augmente, c'est 1200 animaux quand même, en tout cas qui sont comptés en tant que tels. On a augmenté de 43% l'an passé, parce qu'avec les louvetiers, on regarde de façon plus proche, et la population augmente de 20% tous les ans. Comme les quotas sont fixés par le national, quota d'abattage du loup pour faire les tirs de régulation, on se retrouve dans une situation où il nous faudrait 25% de tirs d'abattage tous les ans, en fait. Parce qu'on a 60% de notre population, de toutes les attaques sont chez nous. Dans le sud. Et donc on se retrouve dans une situation où je demande une louveterie et un réseau dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le préfet en charge de loup me l'a accordé hier. Je demande l'augmentation du nombre de quotas pour éradiquer le loup, ou si c'est pas l'éradiquer. Éradiquer, c'est l'abattage, en fait, réguler. C'est tir de régulation. Là, on est en prolifération quand même. Et avec ça, on voit bien tout le désespoir, le désastre pour les éleveurs qui se retrouvent avec une compensation de 19 millions d'euros quand même
pour leurs animaux qui sont dévorés, qui disparaissent, etc. Mais c'est 18 mois avant d'être payé. C'est-à-dire qu'il faut une avance de trésorerie de 18 mois. Quand on est éleveur, c'est pas possible. Donc il y a quand même, on marche sur la tête dans cette affaire. Alors, quel est l'objectif? C'est donc de contrôler le développement du loup dans la région. Il faut que le loup. C'est pas de l'éradiquer, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Au début, je pensais qu'il fallait l'éradiquer, mais en fait, c'est pas possible. En plus, c'est pas conforme à la loi, donc c'est pas la peine. Par contre, il faut gérer la population, comme ça existe dans les autres espèces d'ailleurs. Et cette espèce-là est en prolifération majeure, et elle descend quand même jusque dans l'Accro, c'est-à-dire dans les Bouches-du-Rhône. Donc on se retrouve ils sont arrivés par des loups à Marseille. Oui, des loups à Marseille, dans les Calanques. Dans les Calanques, Et donc, et puis en plus, alors, vous allez voir que... Mais qu'est-ce qu'on vous répond au niveau de l'État quand vous tirez la sonnette d'alerte comme ça? C'est compliqué, vous comprenez, c'est compliqué. Bien sûr, c'est compliqué, c'est un problème, mais les problèmes se traitent. Hein. Voilà. Donc, il faut le prendre à bras le corps. Et là, je suis très mobilisé. Oui, très mobilisé, mais un peu inquiet parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas de réponse. Parallèlement à ça, on a des réponses qui sont largement insuffisantes et beaucoup trop prudentes. Et on va se retrouver dans une situation où, quand même, pour la première fois, des loups ont menacé des êtres humains, notamment des éleveurs, et on va finir par avoir une action. Vous réclamez un plan d'urgence alors de la part Je demande un plan de 25% de prélévation sur la population loup, systématiquement tous les ans. Par les louvetiers. Hein. Donc c'est très organisé, c'est très structuré, mais il faut fixer les quotas. Un mot encore sur l'agriculture et avec la hausse aussi des prix. Est-ce que vous seriez favorable, vous, par exemple, à un blocage de certains prix ou à un panier de produits essentiels, comme ça a été évoqué? Je pense que vous avez plusieurs catégories dans la population. Il y a des gens, et vraiment l'inquiétude, c'est quand même sur la vie courante, hein, et sur le panier. Et je crois que si on avait un panier de vie courante avec prix bloqué, ce serait bien, oui. Prix bloqué. Emmanuel Macron a lancé hier une campagne généralisée de vaccination contre le papillomavirus pour les élèves volontaires. Alors, je suis médecin, je me permets de rappeler que c'est une très très bonne chose. Papillomavirus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes vacciné, pour les jeunes femmes, avant un acte sexuel, vous avez 100% jamais de cancer du col de l'utérus. Jamais. Donc de le faire au collège, c'est une très bonne chose. Voilà. Ça nous permet d'éviter des catastrophes après. J'avais compris que c'était 86% l'efficacité du vaccin, mais bon. C'est 86% dans la mesure où vous avez. Si vous le vaccinez sur des jeunes filles qui n'ont pas eu de rapport sexuel, c'est 100%. Et c'est après, si c'est. Et vous, en tant que région, vous y participez? Alors moi, j'ai un plan cancer au niveau régional. Dans ce plan cancer, à la suite de la présentation du président de la République, nous allons élargir notre passe santé jeune. Nous avons un passe santé jeune de 120 €, qui avec des tickets, des coupons qui donnent la possibilité d'avoir droit à un certain nombre de choses. Et on va injecter là-dedans pour tous les lycéennes qui n'ont pas été vaccinés quand ils étaient au collège, avoir droit à vaccination gratuite pour le papillomavirus. Et on passe là, au lieu de passer à 100%, on passera à 85% et on les protégera d'un cancer potentiel. Tiens, puisqu'on parle de santé, vous avez toujours des contacts avec le professeur Raoult ou bien pas? sûr. C'est un ami depuis toujours, donc je reste ami. Et alors, toutes les décisions qui ont été prises contre lui, vous trouvez ça injuste ou pas? Je ne sais pas s'il y a eu des décisions qui ont été prises. Hein. De toute façon, il a été pénalisé nulle part. Il y a pas de. Ce qu'il y a, c'est que au niveau de l'IHU marseillais, le professeur Raoult est parti à la retraite. Il y a un successeur qui est arrivé et l'IHU perdure. D'un mot aussi, on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets, mais là, il y a un projet de réforme des institutions, je crois que vous y participez également, et de redécoupage éventuellement des régions. Quel est votre sentiment? Ça, c'est un ballon qui a été envoyé, je ne sais pas s'il est vrai ou s'il est faux, sur le redécoupage des régions. Moi, je reviens sur ce que je sais faire, ce que je comprends, ce que je connais. Les régions sont utiles et efficaces et ont besoin de plus de décentralisation. Donc, mais les grandes régions telles qu'elles avaient été constituées, est-ce que vous étiez moins concerné? Non, nous, on n'a pas changé de taille. Mais c'est pas l'enjeu. Je pense que les régions fonctionnent bien. Donc, je n'ai pas de débat là-dessus. Ce qui est important, c'est que les compétences des régions, comme des départements et des mairies, soient tranchées de façon dans les blocs de compétences et qu'une décentralisation plus importante soit faite. Après, on peut parler de redécoupage. Aujourd'hui, quelle est la différence entre une très grande région comme l'Occitanie, ma voisine, et la mienne qui est plus petite, mais dans le cas de son fonctionnement, il n'y a pas de dysfonctionnement. Par contre, nous souhaitons avoir plus de puissance, plus de force, car nous sommes plus proches de nos territoires et je suis un décentralisateur, donc je veux avoir et je souhaite avoir plus de pouvoir et de moyens au profit de ma population. Renaud Muselier, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Le Gret et la ministre des Sports?
Quand on parle de la retraite à 62 ans, M. Le Gret, il a 81 ans, donc il est peut-être temps de partir. Parallèlement à ça, on lui reproche des choses et il a été condamné médiatiquement, mais juridiquement jamais. Et donc c'est toujours la même histoire de cette pression médiatique sur une personnalité là, il assez reproche la exceptionnelle. pression de la ministre des Sports en tant que telle aussi, quoi. S'il estime qu'il n'a rien fait et que de toute façon il n'est pas condamné, c'est normal qu'il se défende. Bon, pour autant, est-ce qu'à 81 ans, on doit rester responsable de tout à ce niveau-là? Je pense qu'il y a temps pour tout. Donc, d'un côté, je pense qu'il y a l'âge de la retraite qui doit arriver. D'autre côté, le tribunal populaire en place publique, ça me plaît pas. Ouais, et il n'avait peut-être pas le droit de critiquer Zidane, le Marseillais. On ne peut pas dire qu'il était très habile dans son positionnement, ça c'est sûr. Ouais. C'est quand vous avez des icônes, vous ne crachez pas sur l'icône. Merci Renaud Muselier, président Renaissance de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et président délégué aussi des régions de France aux côtés de Carole Delga. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. Merci à vous.